Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, pour l'émission numéro 31, on parle d'arts martiaux. Bienvenue à Studio Libre. Je ne sais pas si mon prochain invité est censé dans la vie. Parce que avoir organisé un événement comme il le fait en fin de semaine, il y a sûrement des gens qui ont dit « Mais est-ce que t'es tombé sur la tête et es-tu rendu fou? » Il est peut-être pas censé, mais il est sensei, par exemple. Sensei Manuel Gendron de Karaté Sunfuki. Bonjour. Good one. Ouais, bonjour. Elle est bonne. Et justement, quand tu as eu l'idée de faire un tournoi de karaté, comme en fin de semaine, on a été le 21 février, ça a été quand même une décision qui a été prise, tu me dis, autour du mois de septembre à peu près. Ça mijotait, j'imagine, depuis un bout de temps. Là. Ouais, ça s'est discuté sur plusieurs mois. La formule a un peu évolué avant d'être coulée dans ce qui est devenu à partir de l'automne. Puis là, à partir du moment qu'on avait le go pour y aller de certaines personnes, à ce moment-là, on s'est lancé, on a trouvé notre salle, etc. Parce que je dis parce que j'ai travaillé en partenariat avec Sensei Denis Gauthier de Karaté KDG. Ça, c'est une des grandes primeurs, nouveautés là, de ce tournoi-là, que ça soit de deux écoles issues de circuits compétitifs différents. Okay. C'est vraiment ça la base de ce tournoi-là. C'est faire un pont entre des univers qui ne se côtoyaient pas d'un point de vue compétitif jusqu'à ce tournoi-là, on va dire. En tout cas, pas régulièrement. Oui. Et pourquoi avoir récupéré tout ce monde-là de deux circuits totalement différents pour le même dans un même événement? J'imagine qu'il y a des gens qui ont dit regarder en voulant dire mais pourquoi? Ou c'est quoi quel est le but de joindre ces deux univers-là? On sentait que on voulait donner une vitrine aux compétiteurs de l'Outaouais qui évoluaient pas dans le circuit dans lequel les élèves de mon école et de d'autres écoles qui étaient présentes aussi évoluent. Donc, je pense à Douvris ou CSMA qui ont répondu présent, ou KMY qui était là aussi, qui venait de Mascouche. Donc, certains dojos d'Outaouais évoluent pas dans ces circuits-là, mais ont énormément de talent dans plusieurs divisions. Puis d'ailleurs, on l'a vu tout au long du tournoi, là, les compétiteurs sont de haut calibre. Donc, on voulait leur donner une vitrine, puis aussi la possibilité de rencontrer, eux, d'autres compétiteurs, et ceux de mon circuit, de rencontrer ces compétiteurs-là. Ça, c'est toujours intéressant parce que souvent, quand on passe tout le temps dans les mêmes compés, on affronte toujours les mêmes personnes. Là, l'idée, c'était de dire, oui, on se rencontre deux univers, donc il y a une adaptation à faire au niveau des arbitres, entre autres. Il y avait des arbitres locaux qu'on a formés au système de pointage. C'est des petits détails, mais c'est juste une façon de faire en sorte que tout le monde est sur le même... on sait sur quel pied danser. Et puis, une fois que ça a été fait, après ça, inviter tout le monde. Puis, on est content de la réponse là, pour une première édition. C'est sûr que on a des croûtes à manger, là, c'est notre première édition. Donc, il y a des mises à jour à faire. On va faire un post-mortem éventuellement plus approfondi. Qu'est-ce qui a été manqué? On sait déjà où sont certaines lacunes. Donc, déjà pour l'an prochain, on va s'ajuster. Mais l'événementiel, c'est toujours beaucoup de se revirer sur un 10 scènes. Il y a des bobos de jeunesse souvent aussi. C'est ça, c'est l'expression, oui, effectivement. L'idée d'embarquer la TVC là-dedans... dès la première édition, pour moi, en même temps, c'était l'idée de marquer le coup de cette rencontre-là que je qualifierais quand même d'historique, là, un peu, si on veut, bien humblement. Fait que, dans le fond, d'immortaliser ça, puis de surtout donner une vitrine à notre sport qui est très, très peu télédiffusé. C'est vrai. Vraiment très peu. Puis donc, nos jeunes, une chance de rayonner. Puis je trouve ça intéressant, tu sais. Donc là, le fait que ça soit concrétisé, c'est un peu fou d'avoir fait ça dès la première année. On en parlait hors d'onde. Mais je pense qu'au fil des années, on va améliorer encore plus le fonctionnement. Mais déjà là, juste le fait de l'avoir fait, ça va donner un résultat, j'en suis convaincu, qui va être très, très, très intéressant à regarder. Et justement, on était présents, on a vu un peu comment ça se fonctionne. Bon, pour certains qui sont des adeptes de karaté, dont mon collègue Jean-François et son fils Liam, eux,
connaissent un peu le déroulement. Ouais. Moi qui ne connais mais absolument rien, je connais le mot kata et c'est Ouais. à peu près tout. Il nommait, exemple donné, un beau. Ouais. Je sais, bon, c'est quoi un beau? Ben, Ouais. c'est un bâton. Je sais pas, pourquoi ils n'appellent pas ça un bâton? Ouais, c'est le mot Des choses japonais. comme ça. Oui, c'est ça. Là, j'ai compris que c'était tout du dérivé japonais. Ouais. Mais il y a une procédure, c'est très procédural le karaté, c'est ce que je peux voir d'un œil extérieur. Ah, c'est sûr, les arts martiaux traditionnels, c'est très codifié. Ça découle d'un héritage culturel, oui, japonais, mais aussi chinois, mais aussi ça peut être philippin pour certains arts martiaux. Très grande influence asiatique. Oui, ouais, clairement. Donc, oui, c'est très codifié. Ceci dit, justement, ça, c'est une autre chose. Tu sais, quand tu fais rencontrer des traditions, il y a des petites habitudes, des fois, que un fait ça de telle manière. Fait que là, c'était de trouver des fois, OK, ben on va fonctionner comme ça, c'est plus terrain neutre, entre guillemets. Ouais. On apportait aussi des nouvelles divisions. Mon collègue s'implique beaucoup dans le développement d'un sport qui s'appelle le Chambara. Vous l'avez pas vu dans la télédiffusion, mais c'est un sport de combat avec des épées en mousse. OK. Qui nécessite très peu de protecteurs à part une visière et l'épée en mousse. Puis le footwork est très semblable au combat point fight qu'on pratique. Okay, c'est un peu un mix avec l'escrime, si on peut Exact, dire. Ouais, mais avec moins de matériaux, donc plus explosif, plus rapide, très instinctif. Que autant de l'enfant à l'adulte, tout le monde trippe parce que c'est comme se battre avec des nouilles dans la piscine, là, mais avec des règles, un arbitre, des points, ça va vraiment vite. Okay. Denis Gauthier développe ça vraiment beaucoup. Il fait des séminaires partout à travers le Québec, l'Ontario. Puis c'est une division que tous nos élèves à date raffolent de ça. Puis il y a même des gens qui étaient déjà inscrits, ils ont vu ça, ils ont fait « Hey! » Je m'en vais rajouter ça, je veux faire ça. Puis ils l'ont rajouté on the spot, puis ils l'ont essayé, puis ça a donné des beaux résultats. Ça sera pas dans la division cette année, mais l'année prochaine, on s'arrangera qu'il y en ait. Est-ce que c'est relativement récent comme nouvelle discipline dans le sport? Parce que, honnêtement, j'en ai jamais entendu parler. Tu me racontes ça, puis je fais comme, OK, ça a l'air d'être nouveau. Là. Pour faire un cours historique de ce que j'en sais, là, dans le fond, le Chambara a été créé par des gens qui enseignaient le kendo, qui est comme l'escrime vraiment japonais, avec un équipement qui ressemble vraiment à l'escrime, mais avec des sabres en bambou. Puis c'est vraiment plus semblable à l'escrime européen. Ça doit varger un petit peu, là, on s'entend, là, ça doit faire mal. T'es tout padé. Donc, ça nécessite un équipement qui est plus coûteux. C'est une infrastructure qui est plus lourde, puis c'est un apprentissage très, très codifié. Alors que le Chambara, tel qu'il est pratiqué, tel qu'on l'a fait à notre tournoi, c'est un sport qui date des années 70, qui est arrivé en Europe puis au Canada plus dans les années 2000. Et qu'au Québec, là, Denis, en ce moment, mon associé, il travaille activement à développer ça partout au Québec et puis à l'enseigner. C'est super instinctif. Là. Tu peux adopter ça en 2 secondes. On a des participants, des combattants, évidemment, qui sont arrivés, se sont inscrits sur place, se sont essayés puis ont très bien performé. Parce que si tu es un bon fighter, c'est le même instinct de déplacement, mais tu rajoutes l'épée, c'est tout. Fait que n'importe qui peut y aller. Ça coûte presque rien à s'équiper. Donc, c'est très, très accessible et c'est vraiment le fun aussi à faire. Ça doit être quand même spectaculaire aussi à voir aller parce que là, on se croirait, ceux qui sont fans de Donjons Dragons. Ouais, un peu. Ça combat de samouraï, combat de chevalier. Puis dans d'autres endroits où c'est pratiqué, puis ça s'en vient au Canada éventuellement, il y a des divisions à 2 épées, il y a des divisions épée-bouclier, épée longue. Ouais, t'en rajoutes. Là. On se croirait au médiéval. Ouais, non, ben là, ça commence tranquillement, mais ça reste vraiment proche de la façon de bouger du point fight. Mais tu sais, quelqu'un qui a des bases en escrime peut être bon aussi. Fait que ça peut blender vraiment beaucoup de gens de différents backgrounds martiaux. Fait que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Puis, on a aussi la division Team Kata, de Kata d'équipe. Oui. Ça, d'habitude, il y en a, mettons, au championnat canadien de la WKC, ils font cette division-là. Mais dans les tournois, moi, que j'avais été localement, on voit pas ça souvent. C'est beau à voir aussi. Oui, c'est très beau, puis c'est demandant en termes de préparation pour les athlètes, etc. Synchronicité aussi, hein? Ça doit être quelque chose, là. Exact. C'est beaucoup de travail. Fait qu'il faut que les athlètes vraiment travaillent ensemble à se tighter, là, comme on dit en bon chinois. Fait que ça a donné des très belles performances, d'ailleurs. Puis j'ai été content de la réponse parce que je savais pas si je tendais la perche. Puis on a eu plusieurs catégories d'âge là, qui ont répondu présent avec plusieurs équipes. Fait que ça, c'est vraiment le fun aussi. Oui. Et je regardais ça un peu avec les katas d'équipe. On aurait dit
à certains moments donnés que ça recroisait pratiquement la danse moderne. On peut dire. Ouais. Parce que, justement, il y avait j'allais dire des moves, mais il y avait des mouvements qui étaient pratiquement, c'est une chorégraphie. Oui, le kata totalement. À la base, c'est un enchaînement de mouvements codifiés. Anciennement, il faut comprendre que quand les fondateurs des premiers arts martiaux voulaient transmettre leurs enseignements, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de photos. C'était le YouTube du temps. Oui, à la limite, il y avait des livres avec des petits dessins, mais c'est tout. Donc, le kata permettait de rassembler les enseignements d'un style à travers un groupement de mouvements codifiés qui était plus facile à retenir que juste si je te dis, OK, il y a ça, un après l'autre. Là, je te le mets dans une séquence qui fait un certain sens. Puis au fil du temps, c'est devenu un sport en soi. La pratique du kata, ça demande énormément de contrôle de soi, énormément de force musculaire, contrôle respiratoire, souplesse. Faut l'avoir fait compétitivement pour comprendre à quel point c'est exigeant. C'est vraiment une autre discipline que de faire du combat, par exemple. C'est autre chose. J'en ai vu d'ailleurs certains, et même assez jeunes, là, justement, autour de 10 ans, vraiment être... On voyait la concentration dans le visage. Ouais. Il aurait pu avoir une bombe qui aurait éclaté à côté. Ça aurait pas dérangé. Le jeune était dans son élément, groundé, comme j'ai jamais vraiment vu des jeunes groundés. Ça doit être spécial, surtout quand c'est de nos élèves qui performent de cette façon-là. Ben 100%, là, c'est toujours beau à voir. On est nerveux pour eux. En combat, on peut intervenir comme coach pendant le combat pour les aider, mais pendant le kata, c'est 100% sur eux que ça repose. Donc oui, c'est toujours des beaux moments. On a une athlète un de mes dojos là, qui est au championnat du monde WKC, elle a gagné une médaille d'or. Quand il gagne ça, veut pas, c'est le résultat de centaines, voire milliers d'heures de pratique juste sur ce kata-là. Donc, c'est toujours des beaux moments, oui. Parce que j'imagine que plus le calibre devient haut, plus les juges sont vraiment pointilleux sur chaque mouvement. Comme je disais un peu en danse, quand on se fait évaluer en termes de danse, ben c'est la même chose. C'est vraiment, vraiment pour déterminer, là, souvent ça se joue là, un peu comme on l'a vu aux Olympiques. Là, ça se joue par des centièmes de points. Oui, 100%. Puis si on peut rajouter un niveau de difficulté, les katas avec une arme, dans les divisions ceinture noire, si tu échappes ton arme, c'est fini. T'as pas de note. OK, juste éliminé, fini. Ouais, c'est comme une disqualification. Donc, ça rajoute un niveau de difficulté. Puis, une simple perte d'équilibre peut te mettre dernier. Si on s'en rend compte, on la voit est flagrante. Donc, il y a vraiment beaucoup de détails à contrôler. Donc, c'est ce qui fait, c'est ce qui rend ça très sportif et une discipline qui demande beaucoup de travail. Là. Et c'est justement ce qu'on discutait en régie. Quand quelqu'un, justement, va se tromper dans son kata, il est capable de le récupérer si il est assez acteur aussi. Ça prend quand même un degré d'acteur. Souvent, les acteurs vont se tromper sur scène, notamment au théâtre. Ils peuvent pas représenter parce que peuvent pas recommencer parce que, justement, la phrase est dite. Il faut assumer. C'est comme être en live. Donc, si tu es capable de te récupérer et que ça paraît pas, ben il y en a, j'imagine, qui sont passés maîtres dans l'art de ça. Ah, ben il faut. En fait, c'est quelque chose, un élément clé qu'on enseigne à nos élèves, c'est si tu te trompes, faut pas que ça paraisse. Parce que les juges en avant de toi, surtout dans un tournoi ouvert à plusieurs styles comme celui-là, ne connaissent pas forcément ce kata-là. Ils vont juger tes positions, tes mouvements, ta solidité, ta souplesse, tout ce qu'ils sont capables d'évaluer. Donc, ils savent pas que tu as skippé un mouvement, eux autres, forcément. Ils vont juger, mais si tu fais... ton visage peut te trahir. Exactement. Là, on le sait. Fait que ça, il ne faut vraiment pas que ça transparaisse. Puis oui, donc, il y a un contrôle de soi. Il faut arriver là avec une immense confiance puis une immense contrôle de nos réactions physiques et mentales. C'est vraiment important. Et c'est souvent, comme je dis, un acteur, si on le voit dans son visage à un moment donné où il décroche, et là, ça se voit, je pense, dans même les yeux. Souvent, le reste du visage peut être là, mais les yeux vont trahir beaucoup. J'imagine que plus le niveau est élevé, plus ces détails-là sont observés. Ah, c'est sûr. Puis quand on connaît l'athlète, on le sait, on le voit dans son non-verbal qu'il a fait une erreur, même si ça n'a pas paru. Tu sais. Donc, ça fait partie du travail, là, effectivement, cet aspect-là.
Qu'est-ce qui te passionne encore et encore et encore pour en faire un métier gérer une école, avoir des élèves et tout ça? Qu'est-ce qui te drive à rentrer à tous les matins puis à continuer ce métier-là? Ouais, écoute, les dernières années avec la COVID et tout ça, c'est sûr qu'il a fallu qu'on se pose la question à des moments. Hein. C'est sûr et certain que l'effet qu'on a sur la vie des gens, je pense que, je l'ai souvent dit, mais je le pense sincèrement, une école d'arts martiaux, c'est différent d'un gym. Puis j'enlève rien à un gym parce que c'est une fonction en soi, puis c'est une activité. Ma blonde adore ça, aller au gym, par exemple. Puis elle fait elle-même des arts martiaux. Mais une école d'arts martiaux, c'est plus qu'un gym. C'est vraiment, ça devient un endroit transformateur. Puis la relation avec ton sensei ou ton professeur peut être un life changer. Puis il y a clairement des coachs dans des gyms de boxe, par exemple, qui ont cette relation-là là, avec leurs athlètes. Fait que ça, tu retrouves ça aussi dans les arts martiaux. Vraiment, cette relation-là où tu deviens... maître à penser. T'es un guide, tu sais, mais à travers les arts martiaux, sans que ça devienne secteur, faut pas que ça le soit, en fait. Je pense que ce qui est le plus sain comme relation, c'est quand moi, la manière que je le vois, je me dis, mes élèves, là, ils partent avec les années d'expérience du professeur qui me transmet ces années, plus mes années à moi. Donc, éventuellement, moi, ce que je veux, c'est que mes élèves deviennent meilleurs que moi. C'est dans cette pratique-là. Et pour moi, la plus belle réussite, c'est la longévité. C'est d'avoir des élèves qui continuent, qui ne lâchent pas malgré qui avancent en âge, rentrent au cégep, par exemple, pour les jeunes, ou des adultes qui commencent à en faire, puis malgré la vie, les défis des parents, tout ça, ils continuent à pratiquer. Ça, pour moi, c'est des réussites. C'est ce que j'essaie de bâtir, c'est une communauté. Puis avec le tournoi, entre autres, c'est là que tu vois que tu as une communauté solide. C'est quand tu arrives à porter un événement comme ça. C'est sans nos bénévoles, sans nos parents, sans tous les gens qui ont commandité aussi, qui se sont impliqués de la communauté. Ça n'aurait jamais pu être possible. Fait que j'en profite pour les remercier parce que sans eux, on ne serait pas venu à bout, malgré tous les bobos de jeunesse de l'événement de la première année. C'est un miracle là, qu'on a réussi à faire. Que ça soit bien passé quand même, somme toute. Là. Ouais. Et l'implication de la ville de Gatineau, j'imagine que eux, avec le centre sportif, ben, ça a été, j'imagine, une belle collaboration avec eux de dire, ben, on va organiser quelque chose, puis il va y avoir du monde, puis ça va amener un certain afflux de personnes au centre sportif. Ah, c'est sûr. Ben, dans le fond, tu sais, louer des salles, c'est très coûteux. Le centre sportif de Gatineau, pour les promoteurs, est abordable. Un service de qualité, c'est une très belle salle. Là. C'est vraiment un beau gymnase avec les gradins en hauteur et tout. C'est vraiment très beau. C'est une infrastructure qui est vraiment bénéfique, je pense, pour la région. Puis tant mieux si on a pu lui donner un peu de rayonnement parce que la diffusion va amener ça sur YouTube, tout, ça va circuler. Mais c'est vraiment une belle salle pour tenir un événement comme ça. Puis l'équipe était vraiment bonne. Mais c'est vraiment nos gens qui ont porté l'événement à bout de bras là, toute la journée, puis la veille, montage, démontage, etc. Là. On parle des gens, des bénévoles, des gens impliqués. Ça prend combien de monde? Vous étiez combien, là, si on parle, excluant les arbitres, là, mais juste les gens de l'organisation en tant que telle, bénévoles? Ah, écoute, on devait avoir 30-40 bénévoles faciles. OK, quand même. Oui. Ça prend des gens pour les tables de pointage. Fait que ça, c'est sûr qu'il y en a qui se relaient. Il y a des gens qui ont été bénévoles pour venir faire le montage la veille, d'autres pour finir à la fin, démonter. Ça a l'air de rien, mais là, on avait 7 rings. Fallait aller chercher le trailer avec tous ces tatamis-là, faire la route, retourner le porter. Donc, on a plein de bénévoles très généreux de leur temps qui se sont impliqués. On avait une salle de bénévoles parce que le gymnase ne permet pas la nourriture à l'intérieur. Donc, ça prend une salle de bénévoles pour que les gens aillent manger. Ça prend des gens pour gérer la nourriture. Là, on a des bénévoles qui avaient des enfants. J'ai eu des bénévoles gardiennes. OK, ben oui. Parce ça que prend ça. Quand tu as un petit coco de 5 ans, puis il compétitionne, mais là, il a fini sa compétition. Après, la maman, ça fait la table de poids, elle n'a pas le temps de s'en occuper. On l'a envoyé à la salle des bénévoles avec les 2 gardiennes. Ça prend des bénévoles médics. On avait des paramédics en bonne et due forme. Ah oui, OK. Professionnels. Mais c'est ce qu'on se demandait aussi, là, à savoir s'il y en avait, oui. Ouais, on en avait un professionnel. On a eu comme commanditaire une compagnie qui s'appelle Tactique Sécurité. Ils nous ont commandité 2 agents professionnels.
en plus de bénévoles qui nous aidaient côté logistique. Fait que ça prend vraiment beaucoup de manpower, comme on dit. Le photographe, c'est un beau plus. Vous autres, c'est un beau plus aussi. Donc, tout ça, les arbitres aussi, il faut le mentionner, parce que les arbitres sont bénévoles. Oh, OK, en plus, je pensais... Oui, non. C'est souvent soit des ceintures noires de nos dojos ou des propriétaires, des sensei de d'autres dojos dont les élèves participent. Okay. Qui s'impliquent dans l'événement, qui décident de venir donner un coup de main, ou des ceintures noires de d'autres dojos qu'on connaît, qui ont levé la main et qui ont répondu présent. J'ai des arbitres qui sont venus de l'Abitibi, j'en ai qui sont venus de Terrebonne. Wow! D'ailleurs, l'événement a été porté à bout de bras par l'expertise du président de mon groupe qui s'appelle Jonathan Milo. Puis lui, des événements de ce genre-là, il en a roulé beaucoup. Des dizaines depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr et certain que ça, lui, pour tout rouler ça, j'en serais pas venu à bout. Là. On s'en encore là? Non, ça prenait ça. Donc, oui, ça prend des gens d'expérience puis des arbitres de qualité aussi. Tu peux pas mettre quelqu'un qui est fraîchement ceinture noire et qui n'a jamais jugé. Ça peut dépanner, mais c'est pas l'idéal. Tu veux avoir des gens d'expertise dont le jugement ne sera pas remis en doute par les gens en avant. Donc, on avait ça. On a pu compter sur des gens d'expérience. Même les jeunes étaient des gens d'expérience. Ils avaient plusieurs années d'arts martiaux derrière la cravate. Donc, c'est comme ça qu'on peut réussir. Là, effectivement. Aujourd'hui, bon, j'imagine que tu es encore à redescendre un peu de l'événement. Mais ça va te prendre combien de temps pour te remettre à l'ouvrage là, pour dire, OK, là, la pause est finie, là, on recommence pour l'édition prochaine? Ah, bien, c'est sûr que je te dirais qu'autant pour avoir des meilleurs résultats que pour ma santé mentale et physique, je vais commencer sûrement dès la semaine prochaine. On a déjà débriefé un peu, moi et Denis, puis d'autres personnes impliquées, dont Jonathan, dont je parlais tantôt, ma conjointe qui était très impliquée aussi. Elle performait, puis elle arbitrait, en plus de m'aider. Donc, c'est sûr qu'on est déjà en train de penser à ce qui a moins bien fonctionné pour arranger ça. Déjà, la date, comme je l'ai dit, ça a déjà été nommé. On travaille déjà à trouver un compromis plus intéressant pour nous, tout en respectant aussi les événements de la région, parce qu'il y a le reste du Québec, c'est bien le fun, mais là, on fait ça pour que la région ait un événement d'ampleur. Fait qu'il faut pas piler sur les pieds des autres tournois de la région non plus, tu sais. Ou proches, là. Ou proches, les plus proches. Tu sais, si t'es en Gaspésie, ça se peut que ta date, ça me dérange moins, tu sais. Mais si t'es à la chute, exemple donné. Exemple, là, ça aurait été problématique, tu sais. Fait que c'est ça. Puis il y a aussi la question de l'ampleur des autres tournois. Il y en a qui sont établis depuis très longtemps. Fait que là, eux, on comprend qu'ils ne peuvent pas changer leur date. Ils sont établis, ils sont là depuis longtemps, par respect pour eux. Nous, on va s'adapter, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais comme je dis, on ne pouvait pas le savoir quand on a réservé au calendrier, tu sais. Fait que, on apprend, puis ça va être meilleur. Mais oui, dès la semaine prochaine. Puis une des leçons tirées, j'en parlais avec Denis ce matin. J'ai dit, là, on va s'établir un comité organisateur pour nous aider. Oui, absolument, oui. Parce que 12 têtes valent mieux que 2 là, ou 3. Fait que c'est clair, puis on va se mettre à l'ouvrage bientôt. C'est demandant. On parle de combien d'heures tu as mis là-dedans? Est-ce que tu as une idée, la moindre possible, de combien tu as pu mettre d'heures dans l'organisation de ce tournoi-là? Ah non, c'est ça. Écoute... juste moi, là, tu sais, puis Denis en a mis tout autant, pour d'autres aspects. Ma conjointe aussi, Jonathan aussi. Mais tu sais, juste moi, c'était beaucoup le soir. C'est mais à travers de ça, il fallait que j'enseigne, je m'occupe de mes enfants. Mais je déjeunais, je dînais, je soupais en pensant à ça. J'étais fatiguant, j'en parlais à mes élèves à tous les cours. Là, la compétition en vieille, je compte sur vous pour vous inscrire. Ça prenait des participants pour en amener d'autres aussi. Oui, c'est parce ça. Il y a cet aspect-là. Parce que là, c'est ça qui se passe. T'es le participant d'une autre école, puis là, tu vois le site avec les inscriptions, tu fais, il n'y a pas grand monde. Là, ça te donne pas le goût d'y aller. Mais s'il y a déjà plein de participants, cool, je vais avoir des compétiteurs. Fait que c'était ça l'idée, c'était de dire, si vous vous inscrivez, ça va donner le goût à d'autres. C'est la vibe, justement, la roue qui tourne. Exact. Et mes élèves, nos élèves ont répondu vraiment présent autant que ceux de Denis que ceux de mes 2 écoles avec ma conjointe. C'est un record. Là. Moi, j'ai jamais eu autant d'élèves dans la même compétition. Là. J'en avais 50, 60. C'est jamais arrivé pour une seule compé. Puis c'est normal parce que c'est dans leur ville. Pour ceux de Gatineau, puis même ceux de la Chute, c'est pas loin.
Non, c'est ça. Fait que c'est ça a joué pour beaucoup. T'sais. Faire 1h30, 2 heures de route pour un tournoi, c'est plus difficile. Ouais. On a des crinqués là, qui sont venus de Québec pour venir à notre tournoi, puis j'étais impressionné. Wow. Mais je pense que justement, certaines nouveautés, notamment nos bagues au lieu des trophées, là, ça a fait beaucoup jaser. Il y a des gens, il y en a un, entre autres, il m'a dit, il partait de Québec, puis il m'a dit, moi, j'ai vu tes bagues, puis il a dit, moi, je m'en vais là-bas. Je m'en vais pour la bague. Ouais, puis il voulait, puis il y en a eu une, il a réussi. Il y en a un autre qui m'a dit la même affaire, en combat, celui-là, il faisait juste combat. Le gars de Québec faisait les deux, mais il y a un fighter qui est venu pour la bague. Lui aussi, il a réussi à en avoir une. Fait que ça, c'est le fun, tu sais, d'avoir des idées nouvelles qui créent de l'engouement. On a pensé un peu en dehors de la boîte. Des fois, au début, ça faisait peur. Okay, les gens vont-tu aimer ça? Mais non, au contraire, les gens étaient très excités par ça et puis d'autres choses. Puis la télé, vous en avez fait partie aussi. Ah ouais, ça va être télédiffusé, c'est bien cool, tu sais. Donc, c'est ça. Je pense que c'est la première pierre de quelque chose qu'on veut qui perdure dans le temps. Puis on le fait pas pour moi, on le fait pas pour Denis, on le fait pas pour nos organisations, on le fait pour la région. On trouvait que il y avait beaucoup de tournois locaux organisés par chaque dojo, chacun de son côté. On voulait quelque chose où au moins 2 écoles s'unissent puis invitent toutes les autres aussi à participer. Et dans le but de donner quelque chose, une vitrine plus grande. Au sport en général, mais à la région, qui est, tu sais, l'Outaouais manque souvent de visibilité, mais dans tous les domaines, c'est un problème. On est oublié un peu souvent. C'est ça. Puis c'est comme un microcosme du point de vue arts martiaux aussi en même temps qu'on voulait faire éclore puis donner une visibilité pour des gens qui viennent pas ici souvent dans les tournois locaux, justement. Mais là, on a fait quelque chose où c'était une formule hybride. Donc, ça a fonctionné. On m'a dit, hey, l'Ontario, entre autres, n'est jamais venu en aussi grand nombre localement. Ça, c'est des gens qui me l'ont dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Déjà là, juste ça, pour moi, je trouve ça intéressant qu'on ait fait traverser des gens, traverser la rivière, comme je leur ai dit après à ces dojos-là. Merci d'avoir traversé la rivière. Ils ont répondu présent en tas. Là, il devait avoir le tiers des participants faciles là, qui venaient de l'Ontario sur 260. C'est pas rien. Fait qu'on est bien content de ça. Ouais. Eh bien, on te souhaite une super belle édition, 2e édition, l'année prochaine, en 2027. Yes. Et puis, on va voir un peu plus tard dans l'année le résultat de cette captation-là. Yes. Merci beaucoup. Merci à toi. Le très sensé Sensei Manuel Gendron. Merci. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition numéro 31 de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, le Sensei Manuel Gendron de l'école Sonfuki. Et je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Nous avons également notre groupe de discussion Facebook TVC Basse-Lièvre, entre parenthèses officielles, auquel vous pouvez vous abonner pour avoir des nouvelles un peu plus au quotidien de la TVC. Et moi, il ne me reste qu'à vous dire bonne journée et on se revoit pour un autre Studio Libre.